CRTV, the heart of stressant un peu. Asia. Madame, Monsieur, bonsoir et nous espérons que cette fois les dieux de la technique sont bel et bien avec nous. Bienvenue à cette édition de Scène de presse sur le plateau ce soir. Pour donner les nouvelles du front de la lutte contre le Covid-19, le professeur Eugène Sobgui, endocrinologue et conseiller médical de l'hôpital central de Yaoundé. Bonsoir professeur et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Madame Medou et merci de votre invitation. En face de vous, Olive Atangana, qui est journaliste, blogueuse et spécialisée dans les questions de santé. Bonsoir Olive et bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir Lucrèce, merci pour l'invitation. Avec vous, nous parcourons le bulletin de santé du Cameroun dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Comme vous le verrez dans ces images, 40 cas détectés, dont 25 importés, 2 guéris. Ainsi se présentent les chiffres du Covid-19 dans notre pays. Les personnels de santé des hôpitaux dédiés à la cause et le centre d'opération d'urgence sont en alerte maximum. Alors que la maladie semble progresser à grande vitesse au Cameroun, 20 nouveaux cas seulement ce week-end. Faut-il craindre le pire? Comment les malades identifiés se comportent-ils? Qu'en est-il de la qualité et de la quantité des plateaux techniques? Quelles prescriptions préventives et curatives? Résultat de l'analyse dans cette édition de Scène de presse.
13 mesures pour prendre de vitesse le Covid-19. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, les a rendues publiques cette semaine. Elles vont de la fermeture des frontières au respect des règles d'hygiène, en passant par la fermeture à 18 heures des débits de boissons, des restaurants et autres lieux de loisirs. Si ces mesures sont globalement appliquées, elles butent toutefois sur l'incivisme de certains Camerounais et sur quelques défaillances. Dans ces conditions, comment éviter le pire? Sommes-nous préparés? Lecture de la notice dans cette édition de Scène de Presse. Mais avant, prenons les dernières nouvelles de cette pandémie mondiale dans ce zooming que nous propose Martine Nwendengue, chef service société à la rédaction centrale TV de la CRTV. La menace Covid-19 dicte sa loi. Les cas se multiplient à la vitesse du vent. Le Cameroun est passé de 13 à 40 personnes testées positives en l'espace de quelques jours. Les populations ne semblent pas encore prendre conscience de la gravité de la situation. Elles ont du mal à respecter les règles d'hygiène de base, comme se laver les mains à l'eau et au savon par exemple, ou encore à respecter la distance d'1 mètre entre elles. Nous sommes dans une perspective où l'épidémie devrait s'aggraver. Et si nous sommes dans cette perspective au niveau du dispositif de préparation, en réalité, il faudrait aussi qu'au niveau de la population, les comportements adéquats suivent. Et aujourd'hui, on a l'impression que les Camerounais sont dans la peur panique, alors que réellement, ils devraient être dans une sorte de peur raisonnée qui permet de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette épidémie soit rapidement endiguée, et c'est des mesures simples. Même les 13 mesures prescrites par le président de la République le 17 mars dernier ont du mal à passer. Si les établissements scolaires ont fermé leurs portes sans difficulté, certains débits de boissons jouent les prolongations au-delà de 18 heures, l'heure de fermeture exigée. Les attroupements de plus de 50 personnes prescrites, une pilule amère. Beaucoup tiennent aux obsèques et aux mariages prévus longtemps à l'avance. Tenez par exemple, le nombre de présences prévues pour les cérémonies funéraires est de 15 personnes, pas plus, pour une durée de 15 minutes, mais allez voir sur le terrain. Si les populations jouent au dur, c'est aussi à cause des idées reçues qui circulent, comme la peau noire qui serait résistante au coronavirus ou encore l'alcool et certains produits exotiques qui soigneraient la maladie. Tout est faux. Le ginger, l'ail, ce sont des produits naturels, ça peut faire du bien, mais rien n'est prouvé que ça peut soigner le coronavirus. Jusqu'à présent, aucune étude scientifique n'a montré une relation d'efficacité entre la consommation d'alcool et l'élimination d'un virus grippal, que ce soit le coronavirus ou un autre virus. La sensibilisation doit primer. Le président Paul Biya a donné le ton. À travers tweets et SMS, il invite les Camerounais au civisme et à la responsabilité. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, via son compte Twitter et sur les différents médias classiques, porte la voix du gouvernement dans ce sens. Lui dont les visites sont désormais une routine au centre des opérations d'urgence de santé publique de Yaoundé. C'est ici que tout se gère concernant cette pandémie. Cette structure abrite également le centre d'appel qui héberge le numéro vert 1510 pour toutes les informations relatives au Covid-19. Une nouvelle rassurante cependant, les 2 premiers cas testés positifs sont guéris. Ils ont regagné leur famille après quelques jours d'observation dans l'un des hôpitaux agréés pour la prise en charge, l'hôpital central de Yaoundé. Mais il ne faut surtout pas baisser la garde. Le Covid-19 est bien réel et il tue. Merci Martine Nwendengue. Alors professeur Eugène Sobcui, 40 cas détectés, dont 20 seulement ce week-end. Vous avez écouté votre collègue, le docteur Etoundi. Dites-nous, après ce reportage, faut-il craindre le pire au Cameroun? Il faut reconnaître que nous sommes dans une situation préoccupante. Il faut se le dire sans craindre. Des pays comme la France, comme l'Italie, il y a 1 mois ou moins, avaient ce nombre de cas-là, ou moins. Ce qui veut dire que si nous n'agissons pas de façon énergique,
à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, nous avons une idée de ce qui peut arriver. Mais nous savons aussi que les différentes mesures qui sont des mesures qui ont une efficacité reconnue. Implication, la mise en œuvre des mesures permettra de ne pas rentrer dans ce scénario catastrophe, mais si l'on joue avec, bien sûr, malheureusement, il faut craindre le pire. Alors professeur, je voudrais qu'on mette d'abord de côté le comportement des Camerounais pour nous atteler uniquement, pour nous concentrer uniquement sur les 40 cas ou les 38 cas que nous avons aujourd'hui. On sait par exemple qu'en Occident, une personne peut contaminer 30 personnes, 30 autres. En Afrique, une personne peut contaminer 5 autres. Quel est le risque chez nous au regard de la progression de la maladie et du nombre de cas que nous avons aujourd'hui? Le risque, il est clairement élevé du fait que les premiers cas chez nous sont des cas d'importation. Vous l'avez bien dit, 25 cas d'importation. Quand on sait l'attractivité sociale de notre diaspora, puisque les 25 cas importés sont essentiellement la diaspora au moins d'origine camerounaise en Europe, quand on sait l'attractivité sociale de la diaspora de retour chez elle, on peut comprendre que les contacts dans la société seront importants avec ces cas et donc le potentiel de transmission élevé. On sait très bien que lorsqu'on arrive à l'aéroport, on vous saute dessus, c'est les embrassades, ensuite c'est de nombreuses visites familiales, c'est la participation aux cérémonies funéraires, au deuil, au mariage, aux réjouissances familiales avec de nombreux contacts. Et je passe sur les autres détails de l'attractivité sociale de la diaspora pour dire que le potentiel de croissance est très important. Alors, Olive Atangana, j'imagine que c'est un avis que vous partagez. Vous dites qu'il faut s'attendre à quelque chose de plus fort. Bon, Lucrèce, il n'y a pas que moi qui le dis. Le professeur Sogbu l'a reconnu. Le docteur Iton Dimbala l'a reconnu. Donc, il faut s'attendre à quelque chose, à des jours un peu plus difficiles. Il faut s'attendre à des jours un peu plus difficiles, mais ce que je relève surtout, c'est que 25 cas ont été importés. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas pu éviter l'importation des cas. Et quelque part, c'est une défaillance des services du ministère de la Santé. Première chose. Deuxième chose, quand on voit l'évolution du virus, c'est-à-dire il y a des brassages des populations, et le professeur l'a dit tout à l'heure, quand on arrive, c'est des grandes fêtes, c'est des réjouissances populaires. Il n'est pas exclu qu'on se retrouve avec un boom des cas testés positifs. Alors professeur, Olive vient de le relever tout à l'heure, elle parle de défaillance du ministère de la Santé. Est-ce qu'il s'agit de défaillance véritablement? Qu'est-ce qui s'est passé? On dira au quartier, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le ministre de la Santé est monté au créneau très tôt pour appeler les gens à plus de vigilance, à la prudence. Un dispositif de surveillance a été mis sur pied. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs facteurs. Je crois qu'il faut regarder ces choses avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, dans le monde, 169 pays sont touchés. Pourtant, les pays prennent des mesures. Donc, c'est important de signaler premièrement que la détection aux frontières se fonde essentiellement sur le paramètre fièvre. Et que la fièvre n'est présente que dans, on va dire, 66 à 80% des cas. Donc, il y a un potentiel de manquer des cas selon la période d'incubation où l'on se trouve. Ça, c'est arithmétique. Là, il ne s'agit pas d'une question de performance ou de défaillance. C'est attendu. Donc, si je vous ai bien compris, parlant de la fièvre, il est possible qu'on soit déjà porteur du virus mais qu'on ne fasse pas de fièvre. Voilà, tout à fait. Il est possible qu'on soit porteur du virus et qu'on ne fasse pas la fièvre, et donc que le dispositif des caméras thermiques ne permette pas d'identifier le cas. La deuxième chose est que, je l'ai dit, la maladie, les personnes qui ressentent la fièvre sont portées vers l'automédication
avec la prise de médicaments qui visent à faire baisser la température et qui, là aussi, peut fausser les éléments diagnostiques. La troisième chose est que on l'a bien vu, c'est, vous l'avez dit, c'est sur ces derniers jours qu'il y a eu un véritable boom. Il y a eu une forme de mouvement de panique qui a poussé vers le Cameroun massivement des citoyens, notamment de la diaspora, qui sont arrivés après des conduites à risque telles que cette agglutination que nous avons tous vue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est des choses qui peuvent avoir majoré la transmission de la maladie avant le retour. Oui, pardon. La question que moi je voulais vous poser après ces trois éléments que vous avez énumérés, c'est ça de savoir qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'évolution de cette maladie, comment se comportent les malades en ce moment, des cas qui ont été détectés. Alors, ça peut aller de ce que nous appelons en médecine des cas asymptomatiques, c'est-à-dire que l'on ne ressent rien, jusqu'aux cas les plus bruyants que nous appelons les cas critiques, où le pronostic vital est directement mis en jeu. En général, on reconnaît pour les populations où il y a déjà eu de grands nombres de cas, que 8 cas sur 10 sont des formes dites modérées, légères ou modérées, avec peu ou pas de symptômes. Environ 15% des cas sont des formes dites sévères, où l'on a des vraies difficultés respiratoires, et environ 5% des cas sont des formes critiques où le pronostic vital est directement mis en jeu. Tout ceci, oui, pardon. Oui, pour le cas du Cameroun, comment se comportent nos compatriotes qui sont malades? Répondent-ils au traitement? Alors, pour la question du traitement, on rentre là maintenant dans la question des spécificités de chaque patient. Donc, je parlerai déjà de ceux qui sont hospitalisés ou qui l'ont été à l'hôpital central. C'est crucial de dire que pour l'ensemble des cas que nous avons, c'est des profils différents les uns des autres. Chaque malade avait un profil suffisamment particulier. Ça me permet de parler, on n'aura peut-être pas l'occasion, de la question des traitements pour dire attention. Il y a beaucoup de protocoles de traitement qui circulent sur WhatsApp, sur Internet. Attention, tous les traitements ne sont pas les mêmes pour tous les patients. Et quand on se met à l'échelle, ne serait-ce que de 4 patients, de 20 patients, et que l'on voit 4, 5, 10 profils cliniques différents, on se dit attention. Alors, Olive, vous avez écouté le professeur Sobri tout à l'heure sur les réponses qui sont apportées, notamment au niveau des formations sanitaires. Vous avez l'habitude de ces milieux-là, on va le dire. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement sur le terrain? Alors, je dois avouer qu'il y a 2 semaines, la situation était un peu plus inquiétante parce que j'ai eu à faire une immersion, notamment à l'hôpital central, où j'ai eu accès au site d'isolement de manière assez facile. C'est-à-dire il n'y avait aucune mesure sécuritaire, il n'y avait pas de policiers qui m'interpellaient, il n'y avait pas. Et puis j'ai pu mener ma petite enquête, je suis ressortie de là. Alors aujourd'hui, on essaie de se réajuster, mais je dis on est encore loin d'atteindre le niveau parce que quand on prend certains paramètres, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui va s'abattre sur nous. Et on a l'impression qu'on n'est pas, même pas qu'on a l'impression, on n'est pas suffisamment préparé pour y faire face. On n'est pas suffisamment préparé d'un point de vue prise en charge d'abord, parce que il y a le matériel. Certainement, le professeur Sobri va apporter des éclairages, mais on manque de matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment, par exemple, de respirateurs en cas de malades graves? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a la chance peut-être de gérer des cas moins graves, c'est-à-dire des cas vraiment, et puis comme le professeur l'a dit, on s'est retrouvé, on a eu beaucoup de chance que ces cas-là soient sortis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on a 50 cas graves, est-ce qu'on pourra y faire face? De détresse respiratoire. De détresse respiratoire, est-ce qu'on pourra y faire face? Maintenant, on prend l'aspect du personnel médical. On prend l'aspect du personnel médical. Est-ce que
est-ce que les équipes du ministère ou le ministère ou les formations sanitaires agréées peuvent aujourd'hui faire face à la demande en masque? Donc, il y a un certain nombre pour revoir. Certes, on fait des efforts il y a 2 semaines, je dois le reconnaître, mais il y a encore beaucoup de choses à revoir. Alors, professeur Sobgui, oui, j'aimerais réagir à tout cela. Alors, je crois qu'il faut que l'on sache raison garder. Nous sommes face à la population. Nous avons un problème, une crise sanitaire. C'est crucial que la population comprenne que face à cette crise sanitaire, nous avons besoin d'une mobilisation de tout le monde, de tous les acteurs. Et cette mobilisation de tous les acteurs nécessite que l'on comprenne d'abord de quoi il est question. Et si vous permettrez que je prenne 2 petites minutes pour dire nous sommes face à une épidémie qui commence il y a aujourd'hui exactement 12 semaines. C'est le 29 décembre 2019 que le premier cas est rapporté en Chine. Aujourd'hui, ça fait 84 jours, 12 semaines. Les choses vont très rapidement. Au bout de 2-3 semaines, la Chine est désemparée. Et le monde regarde. La Chine va nous produire la séquence génomique, le génome de ce virus, qui permettent de savoir qu'il s'agit d'un nouveau coronavirus, et les efforts d'adaptation de la réponse et donc de la préparation des autres pays à cette potentielle épidémie se met en place. Pour ce qui nous concerne en particulier, vous avez parlé de l'hôpital central, la préparation est effective dès le 28 janvier. Mais on n'est pas là pour défendre telle ou telle chose. Sous l'impulsion, donc le professeur Fouda, le directeur de l'hôpital central, dès le 28 janvier, réunit le staff, on met en place des procédures, on forme les gens, on ouvre la salle d'isolement, on la met à jour pour pouvoir recevoir d'éventuels cas, mais surtout protéger le personnel d'éventuels cas importés. Et donc, face à cela, un mois s'écoule et le 5 mars, nous avons le premier cas. Et le premier cas est hospitalisé, à peine diagnostiqué dans une structure qui est préparée à le recevoir, mais qui n'est pas préparée, certes, à recevoir 50 cas, vous l'avez dit. Nous sommes bien d'accord. Je voudrais corriger une chose qui a été dite. Ce n'est pas des cas qui ont été en observation à l'hôpital central. C'est des cas qui ont été pris en charge à l'hôpital central. Je voudrais insister parce que certains de ces cas ont nécessité de l'utilisation de grandes quantités d'oxygène pendant de nombreux jours pour obtenir le résultat qui a été obtenu. Alors, très humblement, je voudrais dire, permettez, c'est lourd, on aimerait que ce soit mieux, mais on court en essayant de courir avant que la catastrophe arrive. Et pour que la catastrophe n'arrive pas, moi je tiens à dire quelque chose de façon très formelle, très solennelle. Ce n'est pas les respirateurs qui vont arrêter l'épidémie de coronavirus. Ce n'est pas l'oxygène qui va arrêter l'épidémie de coronavirus. C'est nos comportements. C'est les mesures que nous prendrons pour éviter la propagation du virus dans la société. Que l'on ne se trompe absolument pas. La France aujourd'hui a des milliers de respirateurs, mais fait face à une catastrophe avec plus de 600 décès. L'Italie, avec des milliers de respirateurs, fait face à une catastrophe avec près de 5000 décès aujourd'hui. Il est crucial que nous mettions face à la réalité, qui est la réalité de la prévention. Si nous loupons la bataille de la prévention, c'est sûr, c'est foutu. Alors, c'est bien entendu, professeur Sobgui, mais la question demeure, le problème posé par Olive Tangana demeure, sommes-nous capables aujourd'hui de prendre en charge cette maladie-là de manière efficiente, c'est-à-dire que si ça devient une épidémie ou une pandémie au Cameroun, est-ce que nous avons les plateaux techniques nécessaires pour pouvoir répondre ou riposter à cette maladie-là? Est-ce que les différents personnels de santé sont suffisamment outillés pour pouvoir agir le moment venu? Voilà les problèmes qui sont posés sur la table. Alors, question simple, réponse simple, avec conséquence. La réponse simple est, mais non, nous ne sommes pas prêts
Et aucun pays au monde n'est prêt à faire face à une flambée du coronavirus. Ce n'est pas pour se complaire, c'est pour réinsister. Et je vais vous le dire, si je suis venu sur ce plateau... De quoi disposons-nous aujourd'hui? Ah voilà. Voilà, de quoi disposons-nous aujourd'hui? De quoi disposons-nous aujourd'hui? Je peux parler déjà de l'hôpital central où nous partageons une partie des responsabilités. À l'hôpital central, nous avons premièrement des procédures écrites. Ça, c'est crucial. Nous avons deuxièmement du personnel formé. Troisièmement, nous avons une unité d'isolement qui n'a pas la capacité que l'on souhaite, mais qui est en extension. Ça, c'est pour l'hôpital central. Oui, tout à fait. Quatrièmement, nous avons des équipements de protection individuelle et nous avons une capacité certes minime de réanimation qui aujourd'hui permet de faire face aux cas qui nous sont confiés. Nous aimerions avoir mieux. Alors, il y a l'hôpital central. Maintenant à l'échelle du pays. Oui, à l'échelle du pays, oui. À l'échelle du pays, eh bien, la qualité de la réponse que l'on peut apporter à une épidémie de cette ampleur est strictement parallèle à la qualité de notre système de santé. Implication, il ne faut pas s'attendre à ce que l'on fasse les miracles sur coronavirus que l'on ne fait pas sur, la mortalité maternelle ou bien sur le diabète, l'hypertension pour ce qui nous concerne. Donc, c'est un système en structuration, en progression. Et il est crucial d'identifier les points, les cibles précises sur lesquelles il faut agir vite. Et concernant coronavirus, j'ai la faiblesse de penser que les respirateurs, c'est une petite partie du problème. Là où notre pays doit agir énergiquement et vite, c'est stopper la propagation du virus dans la société. Je le répéterai 500 fois ce soir. C'est entendu. Olive Atangana, je vous ai vu sourire, vous aviez un sourire plus ou moins crispé il y a quelques instants lorsque nous parlions de la prise en charge dans le reste du pays. Alors, je dois avouer, je dois reconnaître que il y a des mesures qu'il faut prendre. On n'a pas la capacité de répondre à cette épidémie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Professeur, s'il vous plaît, on n'a pas la capacité de faire face à cette épidémie. Si moi, j'ai quelque chose à apporter, c'est essayer de limiter le nombre de cas possibles. Parce que si on va à Tokombéré, on n'aura pas un dispositif qui pourra faire en sorte qu'on réponde de manière efficace. On concentre aujourd'hui la riposte à Yaoundé, Douala et voilà, Yaoundé, Douala, Bafoussam dans une moindre mesure. Mais qu'en est-il du reste du pays? Qu'en est-il même des zones comme par exemple Ayos? Qu'en est-il des zones comme Ayos? Est-ce que le personnel a été formé à Ayos? Est-ce que l'hôpital régional annexe par exemple dispose déjà d'une salle d'isolement? Est-ce que l'hôpital régional annexe est capable de pouvoir faire face à un cas? Donc, je pense que le challenge aujourd'hui, c'est de limiter l'importation de la maladie. Et pour ça, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de limiter, qu'on installe une zone sanitaire entre Douala, Yaoundé et Bafoussam. Et sur ce point-là, vous êtes tout à fait en phase avec le professeur Sobgui. Je ne trahis pas un secret sur ce plateau. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine qui, évidemment, s'articule autour du coronavirus. C'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina. Coronavirus, le monde est en alerte. Plus de 11 000 morts à ce jour, une quarantaine de cas au Cameroun. Les 10 régions du pays se mettent à l'heure de la prévention. Cameroun Tribune soutient que c'est aussi une guerre ouverte contre ceux qui profitent de la crise sanitaire pour verser dans la spéculation pendant que d'autres font l'effort de respecter les 13 mesures de confinement du gouvernement.
Ainsi, le quotidien national bilingue observe-t-il un air de vacances dans les écoles et les universités, des administrations qui se mettent aussi au pas et des marchés dont l'activité est plus que jamais régulée. Des mesures restrictives dont beaucoup s'en foutent malheureusement encore, d'après le jour, qui présentent un panorama des comportements à risque. Règne de l'insouciance à la gare routière des Toudi où beaucoup bafouent les règles barrières, ou encore ces commerçants du marché d'une Fundi qui pensent que la pandémie est une affaire des Blancs. Dubitative, le quotidien bleu oppose pourtant la vie éclairée du docteur Lauricia Patricia Mendimi qui affirme que les Noirs ne sont pas immunisés contre le virus, suffisant pour permettre à Mutation qui met en vitrine la plaidoirie d'un confiné d'appeler les Camerounais à la prise de conscience. Maître Claude Assira, de retour d'Europe, a dû braver l'épreuve du confinement. Un confinement qui s'impose tous les jours un peu plus aux populations, du durcissement des règles d'hygiène en famille à la course au ravitaillement en passant par la limitation du nombre de personnes dans les églises et la mise au banc de touche du sport, le confinement s'avère impératif. Et le premier des Camerounais appelle au respect strict de ces mesures. Dans son tweet relayé par Cameroun Tribune, Paul Biya précise que cette crise sanitaire va impacter nos comportements quotidiens et notre économie. Pour illustrer cela, Mutation présente ses restrictions et annulations en cascade causées par le Covid-19. Parmi elles, le report du CHAN par la Confédération africaine de football. Lit-on dans le jour. La revue de la presse était sur la scène. Merci Franck et Vina. Olive, avant que nous écoutions la revue de presse, vous parlez de cette ceinture de sécurité. Je crois qu'il faudrait mettre autour des villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam notamment. C'est bien cela? C'est bien cela. Je pense qu'il devient urgent de mettre cette ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce que ça limiterait, on réussira à contenir l'épidémie et à mieux gérer les cas dans cette situation-là. Je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant parce que on voit une application partielle des mesures, des 13 mesures édictées par le gouvernement. Donc, ça fait craindre, ça crée de la panique, ça crée de la psychose. On a l'impression que, même pas on a l'impression, les gens ne prennent pas la pleine mesure. Ça peut également se justifier par beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, la première, c'est le message. Quel est le message qu'on veut passer à la population? Est-ce que c'est un message relatif, c'est-à-dire rassurant, non, tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter, non? Est-ce que c'est un message dur, c'est-à-dire non, il faut se confiner, il faut respecter les mesures, il faut avec la gravité qui va avec? C'est tout cet ensemble de paramètres qu'il faut régler aujourd'hui parce que quand on observe, moi j'ai écouté par exemple le ministre de la Santé tout à l'heure à Actualité Hebdo, j'ai été un peu surprise par sa façon de présenter un certain nombre de choses. Quand il a par exemple dit qu'il fallait, on ne va pas non plus traiter les gens comme s'ils étaient en prison. Mais non, les mesures du gouvernement sont molles. Peut-être qu'il ne faut pas céder à la psychose. Parce que si on cède à la psychose, on ne parle pas de psychose, on parle de confinement. On parle du respect des mesures édictées par le gouvernement qui ne sont pas du tout appliquées par la population ou partiellement. Alors quand on entend qu'on ne va pas non plus traiter des gens comme s'ils étaient en prison, mais pourquoi je vais respecter ces mesures-là si déjà l'autorité sanitaire n'a pas la gravité qui va avec la situation pour dire aux gens non, il faut être confiné, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut saluer les mesures du gouvernement, c'est vrai, mais je pense qu'il faudrait les durcir. Il est temps qu'on les durcisse si on veut éviter le pire. Professeur Sapui. Alors, je voudrais réagir en disant par le biais, j'allais dire, de ma déformation professionnelle. Un médecin, c'est un spécialiste du diagnostic et de la thérapeutique. Nous posons des diagnostics et nous y appliquons des thérapeutiques. Et dans le cadre des questions d'épidémie, c'est important de diagnostiquer le problème pour apporter, dans l'ensemble des outils qui existent en santé publique, face à une épidémie, ceux qui sont les plus appropriés. Il est crucial d'avoir une analyse de ce que nous vivons. L'analyse de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est premièrement une abondance de cas importés. Il faut et il fallait stopper l'importation de nouveaux cas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose est que, en termes de transmission locale, ce qui a été observé jusqu'ici,
c'est déjà une transmission dans la cellule familiale. Les cas non importés sont des cas de transmission dans la cellule familiale en majorité. Ce qui veut dire qu'il faut avoir des mesures fortes pour la cellule familiale. Il faut que l'on comprenne que la distanciation sociale commence dès la cellule familiale. La troisième chose est qu'il faut que l'on reconnaisse que notre plus grande menace aujourd'hui est que l'on arrive à une réelle transmission communautaire de la maladie. Et que, à ce moment-là, les mesures fortes que vous appelez et que nous appelons tous, ou l'application forte des mesures qui existent, soient des mesures qui visent à empêcher cette transmission communautaire. On sait que la distanciation sociale marche. Le risque de transmission, lorsqu'on est à 1,5 mètre de son interlocuteur, lorsqu'on fait moins de 15 minutes avec lui, sont quasi nuls. Et il faut citer un exemple. Dès ce soir, l'Allemagne, Angela Merkel, a décidé qu'à partir de demain, en Allemagne, pas de rassemblement de plus de 2 personnes et renforcement des mesures de distanciation sociale. Ils sont passés à 1,5 mètre. Alors, je voudrais quand même que vous reveniez sur ces propos d'Oliva Tangana, sur la gravité de la situation et sur les mesures prises pour amener les Camerounais à prendre conscience de ce que cette maladie-là est réelle dans notre pays. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement n'en a pas assez fait, que le ministère de la Santé n'en a pas assez fait, comme semble le dire Oliva Tangana, en termes d'information ou de préparation de la population à mettre en œuvre ces différentes mesures-là? Il y a toujours plus à faire, mais le premier point, et je tiens à insister dessus, je vous l'ai dit, je le dirai 500 fois ce soir, c'est des questions de discipline et de responsabilité. Donc ça ne sert à rien de faire peur aux Camerounais, c'est cela? Non, la question n'est pas la peur ou pas. Je crois qu'il faut, la question est, les personnes sont plus intelligentes que ça. Les citoyens sont très intelligents pour comprendre, en fait, lorsqu'ils ont l'information, ils en font usage. Nous devons continuer la sensibilisation pour que les personnes comprennent très bien qu'à au-delà d'1,5 mètre, moins de 15 minutes, je réduis significativement le risque. Les personnes doivent comprendre que lorsque je me lave les mains régulièrement, je réduis significativement le risque pour moi-même et pour les autres. Les personnes doivent comprendre que de ne pas avoir des rassemblements importants, de ne pas organiser ces manifestations, c'est comme ça que je protège moi-même et le reste de la société. Il faut le dire et le redire. Le plus important, c'est les messages. Ont encore été en train de faire des célébrations de mariage. Le plus important, c'est les messages qu'on passe, c'est cela? Oui, et de s'assurer que ceux-là sont respectés. Si les gens n'organisent plus des célébrations de mariage, de funérailles, de deuil, toutes ces choses où on a de grandes agglutinations, nous allons réduire. Alors, il faut dire les choses clairement. Si la population n'est pas en mesure de respecter, il faut passer aux mesures contraignantes. Là, nous sommes totalement d'accord. Et à ce moment, si la population n'est pas prête à respecter ces simples mesures, il n'y a pas autre chose que le confinement. Alors, oui. Je voudrais rebondir. Alors, le professeur dit qu'il faut s'assurer que les mesures soient respectées. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait donc? On a mis des gens en quarantaine qu'on n'arrive pas à surveiller. On extrait, on exfiltre des gens de quarantaine. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui avoir des passe-droits et se passer de la quarantaine, se retrouver en communauté au risque de faire la maladie et de contaminer son entourage. J'ai le privilège de ne pas être de ceux qui doivent mettre cela en œuvre parce que j'imagine les difficultés auxquelles ils font face. Et je voudrais partager votre préoccupation pour dire, mais qu'est-ce que l'on peut être criminel? Et de toutes les façons, le code pénal camerounais criminalise les conduites visant qui sont susceptibles de propager sciemment des épidémies. Nous sommes en situation de crise sanitaire, nous sommes en guerre. Nous sommes en situation de crise sanitaire. Les personnes qui se soucient de leur personne et oublient la communauté ne se rendent pas compte. La propagation de cette maladie pourrait faire, je l'ai dit en début d'émission, il y a 1 mois, la France, l'Italie avaient moins de cas
que le Cameroun en a aujourd'hui. Faisons très attention. Ceux qui nous suivent, je voudrais leur parler très clairement. À l'hôpital, un seul malade coûte extrêmement cher. On a parlé de respirateurs, mais on n'a pas parlé des combinaisons d'équipements de protection individuelle. Un seul malade coûte 12 combinaisons par jour. Alors si pour des raisons de confort, de convenance personnelle, on va se permettre de propager la maladie, il faut bien voir le risque que l'on veut faire courir à la société. C'est pour ça que moi je suis venu ici ce soir, pour dire de façon grave et de façon claire que chacun est face à ses responsabilités. Si nous empêchons, chacun à son niveau, la maladie de progresser, nous avons fait plus que 10 ministères de la Santé réunis. Merci. Professeur Olive. Je voudrais rebondir. Le professeur a dit nous sommes en situation de crise sanitaire. Mais est-ce que c'est le message qu'on renvoie à la population aujourd'hui? J'ai l'impression que le message qu'on renvoie à la population est tout à fait contraire ou brouillé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on ne fait pas prendre à la population, on n'éduque pas la population, on ne sensibilise pas suffisamment la population pour le changement de comportement. C'est pourquoi j'ai dit, il faut des mesures strictes. Si on dit on passe au confinement, que ce soit le confinement total, si on dit qu'on met des gens en quarantaine, qu'il n'y ait pas des gens qui s'extraient de cette quarantaine-là, qu'il y ait des gens qui respectent la quarantaine. Si on dit qu'on met des gens en quarantaine, il faudrait qu'il y ait un dispositif sécuritaire qui contraint ces gens-là à rester en quarantaine. Il faut une approche multidisciplinaire, multisectorielle, parce qu'on a l'impression que le ministère de la Santé est au devant de la scène tout seul, il est au front, voilà. Non, il faut une approche. Si, par exemple, ce n'est pas au ministre de la Santé, par exemple, d'aller fermer les bars, d'aller fermer les bars ce n'est pas au ministère de la Santé d'aller fermer les bars, c'est à l'autorité administrative, c'est à l'autorité policière de fermer des bars, de s'entourer des mesures pour pouvoir être efficace dans... Alors, on va reparler de ces mesures-là dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Professeur, avant que vous ne partiez, Olivier, je voudrais quand même que vous nous apportiez des éclairages sur tout ce qui circule dans les réseaux sociaux. Alors, je vais vous poser une série de questions et je voudrais que vous nous apportiez des questions claires et précises. La première, les Noirs sont-ils immunisés contre le coronavirus? Faux et totalement faux et dangereux. Alors, la chaleur ambiante en Afrique permet-elle ou pourrait-elle limiter la propagation de la maladie? Aucune démonstration de cela n'a été faite, ni de ce que ça empêche, la propagation, ni du contraire. Donc, de donner une réponse formelle à cela serait scientifiquement risqué, mais en tout cas, on ne peut pas se fonder sur cela pour avoir des comportements à risque. Alors, avant que je ne revienne à vous, je voudrais quand même poser cette question à Olive. On observe aujourd'hui qu'on a à peu près 315 ou un peu plus de 315 000 morts de personnes contaminées, autant pour moi, en Occident et plus de 13 000 décès. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette maladie progresse plus rapidement en Occident, ou alors il s'agit seulement, quand on prend l'Afrique, on peut simplement dire qu'en Afrique, cette maladie est détectée plus lentement? Alors, ce serait difficile de répondre ainsi parce que on a vu, il y a certes une lente progression de la maladie en Afrique, mais ça ne veut pour autant pas dire que le risque n'est pas réel. Non. Le risque est réel. Preuve. Voilà la preuve. On est aujourd'hui à une soixantaine de décès en Afrique. Donc voilà, il faut que l'Afrique prenne conscience, puisque l'OMS dit... Je cite l'OMS qui dit il faut que l'Afrique prenne conscience que le pire est à venir. Donc, il faudrait qu'on s'arme assez suffisamment, même si la population est résiliente pour faire face à certaines épidémies. On a vu Ebola, on a vu également. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut que les systèmes de santé se préparent. Alors, professeur, je reviens à vous. Les enfants sont-ils à l'abri de cette maladie? Non.
Alors, comment se transmet? C'est une question qui nous a été posée à l'entame de cette édition. C'est vrai qu'on a déjà largement communiqué là-dessus, mais on voudrait quand même savoir comment se transmet cette maladie, ce coronavirus. Alors, le mode de transmission qui a été le plus reconnu, c'est celui par les gouttelettes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un parle, tousse, éternue, les gouttelettes qui comportent des particules virales qui, lorsqu'elles tombent sur une surface, on touche, on peut donc, entre guillemets, ramasser le virus et s'infecter. Mais aujourd'hui, il est aussi démontré que le virus reste en suspension dans l'air, donc il y a cette transmission par aérosol. Raison pour laquelle vous me permettrez de réinsister. Les distances, éviter les salutations physiques, éviter les embrassades. Il faut le dire et le redire. Et je voudrais dire une autre chose. Permettez-moi vraiment. Nous qui sommes à l'hôpital, notre souhait est d'avoir le moins de malades possible qui arrivent. Et pour avoir le moins de malades possible qui arrivent, il faut que ces mesures-là soient effectivement mises en œuvre. Et maintenant, lorsque les malades vont arriver, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu sur le plateau technique, ou bien on va en parler. Alors, je voudrais qu'on termine déjà avec ces questions. Il y a beaucoup de recettes de grammaire également qui circulent dans les réseaux sociaux. Dans le cas du Cameroun, on parle du bitacola, on parle du ginger, on parle de l'aloe vera, on parle du moringa, on parle même de l'eau tiède. Qu'en est-il exactement? Aucune démonstration n'a été faite, ni en faveur, ni contre. Et dans ce cas-là, c'est exactement comme pour toutes les choses. La médecine aujourd'hui est une médecine dite fondée sur les preuves. Quand il y a une preuve, on l'utilise en confiance. Quand il n'y a pas de preuve, on se rend potentiellement dangereux dans une maladie qui progresse vite. Je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que, en dehors d'être fondée sur les preuves, la médecine est personnalisée aujourd'hui. Chaque malade est unique. Chacun de nous est unique. Personne n'a envie d'être traité comme du bétail et qu'il y aurait donc une recette qui marche pour tout le monde, un médicament qui marche pour tout le monde. Nous avons besoin de poser des diagnostics individualisés pour adapter les traitements aux situations personnelles. Alors, ça m'amène à vous poser la question concernant l'efficacité de la chloroquine. Alors, c'est une question qui revient. Oui, des études, certes à échelle limitée, ont montré que la chloroquine a une efficacité non nulle sur la diminution de la charge virale et sur la contagiosité. Est-ce pour autant dire qu'il faut consommer en automédication de la chloroquine? Non, non, non et non. Soigner le Covid-19 ne se limite pas à la chloroquine. Est-ce qu'on peut prendre à titre préventif? Personne ne l'a démontré. Et de toutes les façons, c'est la question que nous vous posons sur le plateau. Faut-il prendre la chloroquine à titre préventif ou attendre de faire la maladie? Non, il ne faut pas la prendre à titre préventif. Parce qu'il faut qu'on fasse attention à une chose. La chloroquine a un intérêt. La chloroquine seule ne suffit pas. Ça représente à peine 10% de ce que l'on met en œuvre comme mesure pour soigner une personne qui a la maladie Covid-19. Alors, de se ruer sur la chloroquine en automédication, d'aller les acheter dans les pharmacies, c'est commettre encore un acte dangereux. C'est-à-dire qu'on va séquestrer les stocks de chloroquine du Cameroun dans des domiciles des personnes qui n'en ont pas besoin. Et quand on en aura besoin pour les vrais malades, la chloroquine sera là où elle ne doit pas être. Il faut qu'on passe que c'est un acte citoyen aussi de ne pas aller acheter un médicament qui ne nous a pas été prescrit. Ça, c'est pour l'échelle communautaire. Et pour l'échelle individuelle, toutes ces choses ont des effets secondaires. C'est une chose. Troisièmement, je l'ai dit, on ne traite pas tous les Covid-19 de la même façon. Je vous parle des 3 premiers cas de l'hôpital central. 2 ont eu de la chloroquine, certes, mais ce n'était pas tout. Quand j'ai dit que c'était extrêmement coûteux, c'est coûteux en équipement de protection, c'est coûteux en mesures dites adjuvantes, en oxygène, et certains ont besoin en plus d'antibiotiques, d'autres ont besoin en plus de combinaisons d'antiviraux. Il ne faut pas qu'on se trompe. La médecine, c'est plus compliqué que WhatsApp. C'est plus compliqué que Google. C'est bien entendu, c'est bien noté, professeur. Et Olive Atangana, vous qui êtes journaliste, ça vous donne là autant d'éléments sur lesquels vous
et les confrères dans l'ensemble devraient communiquer? Je ne comprends pas. Notamment sur les recettes de grand-mère qui pullulent dans les réseaux sociaux. On n'a pas besoin que le professeur vienne rappeler. Je pense qu'on a commencé à faire ce travail de sensibilisation pour débrayer le vrai du faux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous aider à lutter contre le Covid-19 et qu'est-ce qui ne peut pas nous aider. Pour moi, je pense que ce qui peut davantage nous aider, c'est aujourd'hui la sensibilisation. Formuler les messages, bien formuler les messages et savoir à qui on veut adresser ces messages. Parce que si le message n'arrive pas au sein de la population qu'on veut toucher, le message est brouillé. Donc, sensibilisation, bien formuler les messages, ne pas se retrouver seul, avoir une lutte multi-sectorielle et essayer de confiner au maximum la maladie dans les trois régions touchées en ce moment. Professeur? Oui, je voudrais vraiment rebondir dessus pour insister et pour dire oui, il faudrait une espèce de cordon sanitaire autour des villes qui sont potentiellement réservoirs de virus. Yaoundé, Douala et Bafoussam. Yaoundé, Douala, Bafoussam. Et si on ne peut pas respecter ces mesures, on va arriver au confinement total. Mais en attendant le confinement total, il faut dire aux gens, restez chez vous. Pas de déplacement non essentiel. Les mesures qui existent déjà disent pas de déplacement interurbain non essentiel, mais il faut qu'on les respecte. Je voudrais juste qu'on sorte par là sur la prise en charge des plateaux techniques. Vous n'avez pas fini de développer tout à l'heure, vous avez parlé de l'hôpital central, mais il y a d'autres centres de prise en charge dans les villes de Yaoundé et de Douala. Oui, à Douala, c'est essentiellement l'hôpital à Quintigny. À Yaoundé, il y a l'hôpital Jamo, il y a l'hôpital général. Mais il faut dire, en fait, vendredi, le ministre de la Santé a écrit à plusieurs formations sanitaires dans ces grandes villes, mais aussi dans les autres régions du pays pour disponibiliser des lits pour la prise en charge éventuelle de cas. Et il y a des programmes de formation puisque nous recevrons à l'hôpital central la semaine qui commence demain plusieurs équipes de plusieurs régions successivement pour leur communiquer l'expérience de l'hôpital central. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans une épidémie, ça c'est une autre chose qu'on n'a pas assez dit. On n'a pas beaucoup de temps. C'est pour cela que Olive Atangana, que j'apprécie beaucoup parce que je lis ses blogs, je lui ai dit, je ne voudrais pas rentrer dans la polémique parce qu'en fait, en situation d'épidémie, on n'a pas beaucoup de temps. L'ennemi est là, il est dans la maison. Il faut qu'on le combatte. Moi, j'aurais beaucoup de choses à redire. Franchement, j'aurais beaucoup de choses à redire, mais ce n'est pas le moment. On y va, on fonce, on va lutter contre cet ennemi. Il faut qu'on le boute hors du pays parce que ce serait le double fardeau de la maladie, des conséquences économiques de la maladie et des conséquences des mesures qui seraient éventuellement finalement appliquées tardivement. Alors, il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'on le fait en faisant fi des défaillances qui peuvent nous conduire on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Olive Atangana, permettez que nous écoutions les journalistes, les éditorialistes qui se sont également penchés sur cette question de lutte contre le coronavirus. C'est dans la rubrique Édito. Okay. L'étape et les mesures. Les mesures pour limiter les contacts directs, donner la possibilité de faire justement les tests du corona dans certains hôpitaux. Mais il faut aussi permettre au centre de santé d'avoir cette possibilité de faire les tests localement. À 18h, on constate que les bars, les snacks, les restaurants, tout ferment. Donc, ce sont les mesures vraiment de confinement qui permettent la limitation du virus. Les gens se lèvent le matin, ils boivent de 18h à 17h50. Avant qu'on leur demande de partir, le marché Mokolo est ouvert, le marché central est ouvert. Est-ce qu'on ne pourrait pas être infecté à partir de là? Ce serait bien fait pour le gouvernement de prendre certaines décisions. C'est pour nous protéger, bien que d'autres prennent aussi comme ils peuvent prendre. Vu la situation actuelle, les mesures n'ont pas été respectées. Et je suis pour le justement des mesures.
La suite du débat et maintenant nous parlons de cette riposte contre la maladie, contre le coronavirus, une thérapie que nous allons dévoiler sur ce plateau. Docteur Albert Zé est avec nous sur le plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir Lucrèce. Et en face de vous, Sylvain Andjongo qui est journaliste. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux téléspectateurs. Alors docteur Albert Zé, une question pour commencer. Comment éviter le pire à la lumière des prescriptions de l'OMS, mais également des 13 mesures gouvernementales qui ont été indiquées cette semaine? Alors moi je crois sincèrement que jusqu'à présent, nous sommes dans une situation qui est compliquée. Nous le voyons déjà avec l'augmentation des cas tous les jours. Mais rien n'est encore perdu. Nous pouvons encore redresser la courbe. Nous pouvons encore améliorer la situation actuelle. Et je crois aujourd'hui que le véritable problème qui se pose sur la table, c'est des mesures que nous avons prises qui, à mon niveau, semblent être des mesures très difficiles à mettre sur pied dans notre pays. Et je voudrais, à ce moment-là, évoquer ici une idée selon laquelle il faut regarder également d'autres pays qui ont eu à faire face à cette maladie, parce que j'ai l'impression que nous renfermons uniquement sur le cas européen, alors qu'il y a d'autres pays qui ont été suffisamment infectés et qui ont porté des fruits positifs dans la lutte contre ce virus. Je vais prendre ici l'exemple de la Corée, qui n'a pas confiné ses populations, qui a un profil socio-économique pratiquement le même que le nôtre, qui a opté plutôt au dépistage massif dans la population, et retirer les personnes infectées dans la population et pouvoir les mettre en quarantaine. Ce sont des mesures en fait qui peuvent être beaucoup mieux adaptées à notre environnement, parce que lorsque vous regardez aujourd'hui, vous dites à des individus comme ceux du Cameroun, de ne pas, par exemple, aller dans un bar, je ne sais pas comment, ou ne pas se regrouper à 50. Mais il faudrait rappeler ici qu'il y a des familles de 50 personnes. Comment on fait? Alors, Sylvain Andjongo, comment éviter le pire? Vous savez qu'en cette période où on parle de la mise en œuvre des 13 mesures dictées par le gouvernement, vous voyez très bien le dilemme dans lequel le gouvernement se trouve. Parce que si vous regardez un peu l'évolution de l'application de ces mesures, en 72 heures, le gouvernement a pris 3 décisions. La première décision qu'on prend le 17 mars dernier, c'est qu'à partir du 18, le Cameroun ferme toutes ses frontières. Le lendemain, 24 heures plus tard, on ouvre les frontières avec la RCA et le Tchad. Le 3e jour, on ouvre toutes les frontières avec les pays de la CEMAC. Les frontières terrestres. Les frontières terrestres, oui. On ouvre les frontières. Donc, on part de fermeture totale des frontières à la réouverture progressive des pays de la CEMAC, parce que on a parfois fait du copier-coller ailleurs, ce qu'on a vu ailleurs, pour ce qui concerne par exemple le confinement total. C'est une décision, alors c'est une mesure difficilement applicable dans notre contexte, parce que 90% de l'économie du Cameroun est dans l'informel. C'est-à-dire ce sont les laveurs de voitures, ce sont des gens qui vont travailler dans les chantiers, des gens qui font le call box, ce sont les menuisiers, ce sont des charpentiers, ce sont des gens qui vendent la banane au marché, donc les petits métiers de la pauvreté. Et il y a des gens qui vivent, qui gagnent leur pain au jour le jour, qui n'attendent pas un salaire à la fin du mois. Donc s'il ne sort pas, il ne peut pas gagner sa vie. Donc si vous demandez le confinement total aux populations maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous leur demandez de choisir entre la peste et le choléra. C'est de choisir de mourir de confinement ou de mourir du virus. Il sort, il va mourir. Il ne sort pas, il meurt de faim. Donc c'est difficile d'appliquer ces mesures. Et c'est pour ça que vous voyez le dilemme dans lequel le gouvernement se trouve. Et au niveau des frontières, il y a des pays, qui dépendent du Cameroun, parce que le Cameroun est l'un des rares pays dans la CEMAC qui a un fond de mer. Et donc, par exemple, le corridor Douala-N'Djamena-Bangui dépend du Cameroun. Ils doivent approvisionner ces pays-là. Même le Gabon, qui a essayé de fermer les frontières, a réouvert ses frontières sans tapage médiatique. Parce que le Cameroun approvisionne, vous connaissez un peu la zone de Kiossi à Bamiko, Kiossi qui est limitrophe avec 2 pays de la CEMAC, notamment la Guinée équatoriale et le Gabon, donc vers Bitam. Le Cameroun joue un rôle pivot, un rôle
essentiels au niveau de ces pays-là. Et donc une fermeture totale, un confinement total de la part du Cameroun peut créer même des émeutes. Imaginez-vous un seul instant qu'il y ait 1000 ou 2000 personnes à la frontière, par exemple, entre le Cameroun et le Tchad. Alors, on peut avoir des répercussions au niveau du Cameroun, et donc ce sera davantage une double crise qu'il faudra gérer. Alors vous avez posé le problème, mais vous n'avez pas répondu à ma question, c'est celle de savoir comment éviter justement ce pire. Oui, j'ai pris l'exemple j'ai pris le point précis du dilemme. Maintenant, on peut résoudre la question en essayant de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement, notamment pour ce qui concerne les regroupements, mais ce sera toujours difficile. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question, parce que même dans les marchés, on demande aux gens de ne pas vendre la tomate à même le sol, mais on connaît très bien notre environnement socio-économique, comment ça fonctionne. Et ce sera difficile. Mais pour ce qui concerne les regroupements à 50, fermeture des églises, fermeture des bars, ça, on peut mettre en œuvre les moyens pour que ce soit respecté. Mais pour que ce soit également respecté au niveau de la population, il faut que l'exemple vienne d'en haut. Il ne faut pas, parce que jusqu'ici, on a vu certaines personnalités, certains membres même du gouvernement, avoir des postures qui ont laissé croire parfois aux populations que c'était de la légèreté et que peut-être c'était pas assez dangereux. Et donc, les gens parfois croient que c'est de la blague, alors que nous sommes face à un ennemi, nous sommes face à une guerre bactériologique où on ne dispose pas d'assez de moyens, d'assez d'armes pour mener le combat, mener la guerre qui est en train de se présenter à nous. Alors, ces mesures gouvernementales, j'espère que la régie va nous permettre de les voir et qu'elles pourront donc effectivement défiler pour que nos téléspectateurs, en même temps qu'ils suivent l'émission, puissent également prendre connaissance, pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire, que ces téléspectateurs donc puissent prendre connaissance de ces différentes mesures gouvernementales. Alors, professeur, docteur Albert Zé, vous pensez que ces mesures ont besoin d'être renforcées quand on connaît l'état d'esprit des Camerounais? Oui, évidemment, ce sont des mesures que j'estime aujourd'hui être quelque peu fantaisistes, parce que lorsqu'on entre un peu dans fantaisiste, c'est pas trop fort. C'est pas trop fort, en fait. Je le dis parce que lorsqu'on essaie d'évaluer... Lorsqu'on ferme les fermetures, est-ce que c'est une fantaisie? Lorsqu'on demande de fermer les bars, lorsqu'on ferme les écoles, est-ce que c'est une fantaisie? Ce que je voudrais dire ici, c'est que il y a des mesures qui peuvent être respectées. Fermer les écoles, ça se respecte. Et nous l'avons vu, ça a été fait. Maintenant, lorsque vous dites que le bar il doit ouvrir le matin et fermer à 18h, je crois que c'est une fantaisie, c'est une manière de... Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pensez? Ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que nous savons déjà tous que le virus ne fonctionne pas comme la nouvelle femelle qui pique uniquement la nuit. Donc le virus, c'est à tout moment. Ça veut dire que si nous sommes dans un bar en plein jour, comme nous le voyons depuis que ces mesures ont été mises sur pied, nous pouvons effectivement contracter le virus dans un bar. Et moi, je pense donc que si il faut aller vers des mesures qui sont strictes, où on restreint vraiment la mobilité ou alors les libertés des populations, il faudrait certainement dire ici que on encourage plutôt la vente emportée. C'est-à-dire que si vous voulez boire votre bière, si vous ne pouvez pas vous abstenir de boire votre bière, alors vous achetez votre bière, vous allez boire chez vous. On ne voit plus les gens qui vont s'agglutiner dans des bars pour pouvoir s'asseoir et comme on le voit tous ces jours-ci. On retrouve pratiquement plus de 20-25 personnes dans un bar. Parce que moi, je trouve également que la mesure selon laquelle on ne veut pas les regroupements de 50 personnes, je trouve également que c'est une fantaisie parce qu'il suffit que 2 personnes soient en contact, une infectée, et l'autre qui n'est pas infectée, elle va infecter l'autre et la chaîne va suivre. Donc, il faut donc cette distance dont parlait le professeur Sobgui dans la première partie de cette émission. Et vous connaissez nos bars. Dans nos bars, il ne peut pas avoir de distance d'1,5 mètre. Et puis, il y a autre chose que Sylvain était en train d'évoquer tout à l'heure. C'est le message qu'on a envoyé aux populations dès le départ. Parce que j'ai longtemps parlé de ça, que
il faut préparer les populations à la véritable éducation sanitaire concernant ce problème. Pourquoi? Parce que au départ, on nous a fait comprendre que ce n'est qu'une grippe. Donc, les gens se sont dit, OK, si ce n'est qu'une grippe, ça veut dire qu'on peut faire tout ce que vous avez énuméré dans la première partie, des recettes de grammes et tout le reste. Mais la menace, elle est réelle. Et maintenant, aujourd'hui, que nous sommes donc face à ce lacisme qui a existé depuis, qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit aux populations, faites telle ou telle chose, ils restent dans la procédure selon laquelle c'est une simple mais moi, j'ai quand même un petit souci. Vous ne pouvez pas autant dédouaner les populations camerounaises. Si on dit on ferme le bar à 18h, pourquoi certains restent devant le bar, assis devant le bar, à continuer de boire? Pourquoi certains s'enferment dans le bar pour boire? Est-ce qu'on a vraiment besoin toujours de mettre la police derrière ces populations, alors que le message est clair? Si on vous dit on ferme le bar à 18h, c'est qu'on le ferme vraiment à 18h. Est-ce la responsabilité du gouvernement si le citoyen lambda ne veut pas comprendre qu'à 18h, il faut qu'il rentre chez lui? Est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement s'ils ne peuvent pas comprendre qu'il faut respecter une distance d'1 mètre, alors même qu'ils ont tous le message? Oui, mais Lucrèce, Albert le disait tout à l'heure, il n'y a pas une heure précise de contamination. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le bar qui ouvre, c'est pas 6 heures ou 7 heures, et passer la même mesure, on a étendu la même mesure pour ce qui concerne le fonctionnement des marchés. C'est qu'il y a une promiscuité dans le bar. Le bar ce n'est pas le style qu'on voit dans les films ou dans la fiction. Ce sont des bars où les gens sont parfois assis sur des casiers, où les gens sont assis côte à côte et il y a une promiscuité. Et on ne peut pas respecter ces mesures-là dans les types de bars que nous avons. Et par ailleurs, pour ce qui concerne même cette mesure-là, donc on trouve qu'elle est légèrement laxiste, mais je tiens quand même à rappeler qu'il y a tous les calculs qui sont faits. La Commission des Nations Unies pour l'Afrique centrale a mené une petite étude pour ce qui concerne par exemple le Cameroun, concernant l'industrie brassicole, le secteur hôtelier, le secteur du tourisme. On aura un recul de la croissance dans tous ces domaines-là, parce que ce n'est pas sans conséquence. Vous savez que le bar, lorsqu'il fonctionne la nuit, il y a toujours généralement un gars qui fait par exemple le soya ou le poulet ou le porc. Donc il y a toute une industrie, il y a une chaîne de valeur au niveau des fonctionnements de bar la nuit. Il y a des gars qui ont parfois des caisses qui vendent parfois des petits whisky en sachet qu'on a bien évidemment interdit, mais ça fonctionne toujours, qui vendent beaucoup de petites choses. Et donc tout ça rentre en jeu. Ça devient difficile pour le gouvernement de faire appliquer ça. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de croissance économique s'il n'y a pas d'argent économique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une sorte de quadrature du cercle. C'est-à-dire que si ceux qui vivent de ces petits métiers-là ne sortent pas, parce qu'eux, ils gagnent leur pain au quotidien, s'ils ne sortent pas, ils vont mourir de faim. Ils sortent, ils vont mourir du virus. En ce moment-là, les gens se disent autant mieux aller mourir en me battant que de rester tranquillement à la maison et attendre la mort sur place. Donc, la mesure qu'il propose notamment pour les bars, c'est effectivement, on peut mettre en place un système où on peut acheter à boire et aller, par exemple, rentrer à la maison pour éviter qu'il y ait des attroupements dans certains bars et puis même pour ce qui concerne le respect des heures de fermeture. Vous savez très bien dans notre système, dans notre société, dans nos villes, où parfois c'est le policier qui vient faire un petit tour et puis il a peut-être, c'est pas un bac chiche, et puis vous continuez de fonctionner à l'intérieur, on entend des voix qui grommellent dans un bar, on ne sait pas très bien d'où viennent sortir. Donc c'est tout ça qu'il faut corriger et expliquer aux gens. Mais pour ça, justement, c'est une question de responsabilité individuelle et c'est pour ça que je vous demandais si l'incivisme des Camerounais ne peut pas également nous conduire à cette situation assez pire que nous. Ça commence au sommet. Les gens captent le signal dès le sommet. Il y a le sommet, mais il y a vous et moi, il y a le Camerounais lambda. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Si, par exemple, un membre du gouvernement ou, je ne sais pas, un parlementaire
qui a été en contact, qui était dans un pays à risque, revient, va à l'Assemblée nationale, salue les gens, fait des photos avec des membres du gouvernement. Les gens, on l'aime. Est-ce que c'est parce que vous avez vu cette image-là que vous allez, vous également, vous mettre en danger, mettre votre entourage en danger? Le citoyen lambda comprend que... Est-ce que vous avez une idée du bulletin de santé de cette personnalité-là? Avez-vous les mêmes moyens que cette personnalité? Est-ce que vous avez les mêmes moyens que cette personnalité-là, au point de vous mettre vous-même en danger dans un bar ou dans un marché? Sous prétexte que vous avez vu telle ou telle chose à la télé? Je voudrais dire une chose, Lucas. Il va de la responsabilité du système de santé. Parce que, à la première partie, le professeur l'a dit, lorsque on a un malade qui arrive à l'hôpital, on dit que le système de santé a échoué. Le premier travail du système de santé, c'est d'éduquer la population. C'est-à-dire de permettre à ce que la population ne tombe pas malade. Donc, le système de santé et l'État, c'est leur rôle, justement... J'imagine que vous parlez spécifiquement du coronavirus. Oui, bien concernant évidemment. Le système de santé, bien évidemment. Et ça on est des êtres humains, on est appelés à tomber malade. Et ça va dans tout. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Oui, mais bien sûr, je dis, même dans les autres pathologies, c'est le même principe, vu que c'est le premier objectif d'un système de santé, préserver la santé des populations. C'est-à-dire que là, nous sommes, quel que soit l'incivisme du Camerounais, le système doit continuer à faire son travail et protéger ses populations. Et donc, que faut-il faire concrètement pour le cas d'espèce? Que faut-il faire pour que les Camerounais eux-mêmes soient responsables ou alors prennent la mesure de la situation, de la gravité de la situation? Les Camerounais lambda, je veux dire. Ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est aussi très mal étiqueté, les Camerounais, de dire qu'ils sont tous inciviques. On ne l'a pas dit. Hein? Non, je le dis de cette manière parce que, honnêtement, le Camerounais est conscient également de la situation. Mais le problème qui se pose, c'est que, comme dans toute société, même dans les sociétés ultra-modernes comme la France, jusqu'à aujourd'hui, on continue à traquer des gens qui ne veulent pas accepter le confinement. Ça veut dire que dans toute société, on aura toujours des récalcitrants, mais on ne va pas pour autant arrêter de sensibiliser et d'éduquer les gens. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Combien de quartiers aujourd'hui, combien de populations dans des quartiers de Yaoundé peuvent vous dire qu'ils ont déjà été sensibilisés sur la situation? Pas du tout. Donc, c'est un problème. C'est avant de commencer à appeler la responsabilité des Camerounais, il faut d'abord que le système fasse son travail. C'est-à-dire que le système éduque les Camerounais de façon ardue. Et maintenant, donc, on va se dire, nous avons déjà fait l'éducation et nous sommes rendus compte que les Camerounais n'arrivent pas à adhérer à cela. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons des spots à la télé, nous avons des spots qui passent sur Internet et des messages qui passent sur Internet. Mais combien de Camerounais regardent la télé? On a également des affiches. Des affiches, mais... On a également des affiches dans les grands carrefours. Mais Lucas, je vais vous dire, dans mon quartier, il n'y a pas d'affiches. Moi également, il n'y a pas d'affiches dans mon quartier. Donc, comment les gens qui sont dans mon quartier, qui n'ont pas de télé et qui ne sont pas sur Internet, font pour justement donc être au courant de ça? Et donc, qu'est-ce que vous proposez? Qu'il y ait une sensibilisation plus directe? Exactement. Un peu de proximité, un peu comme on le fait avec les campagnes de vaccination dans les C'est ce que j'étais en train de dire d'entrée de jeu. Qu'au lieu de se focaliser sur le modèle européen qui voudrait qu'on attende que les gens soient confinés et qu'on attende les coups de fil, on doit plutôt amener la santé vers les populations, vu qu'on le dit généralement. Ce n'est pas l'homme qui va vers la santé, c'est la santé qui va vers l'homme. Mais si nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse, nous allons retrouver le ministre du Commerce, Luc Magloire Atangana, qui parle des mesures qui ont été prises dans son secteur pour éviter les pénuries et les spéculations, conformément à la mesure numéro 7 du gouvernement. Nous écoutons le ministre Luc Magloire Atangana. On va retrouver le ministre Luc Magloire Atangana dans la suite de cette édition de Scène de presse. Si l'élément est prêt, on va donc écouter le ministre Luc Magloire Atangana qui est en focus dans cette édition de Scène de presse. J'ai réuni les maires, les
7 maires des communes d'arrondissement de Yaoundé sur la régulation des flux des consommateurs dans ces espaces. Alors, il y a un certain nombre de mesures très concrètes à prendre. L'une d'elles consiste en la nécessité de la structuration de l'espace au sein de ces marchés. J'entends par là, si vous voulez, qu'on puisse regrouper l'espace par centre d'activité. Une autre mesure consiste tout simplement aussi à décongestionner même les marchés. Nous avons pensé, je crois que les maires en sont convenus, il faut revoir simplement les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes accordés sur le fait que les marchés devraient être ouverts à partir de 7 heures. La période précédant cet horaire, c'est-à-dire de 5 heures à 7 heures, serait consacrée au ménage, au nettoyage des marchés. Et puis l'ouverture aux consommateurs se ferait entre 7 heures et 16 heures. La distanciation sociale, le respect de cette distance d'1 mètre entre 2 personnes, la désinfection des caddies et des paniers avant qu'ils soient réutilisés. Il ne faudrait pas que les populations qui n'auront pas, parce qu'ils auront, disons, été confrontés à la fermeture des débits de boissons, des autres lieux de commerce, qui se déportent vers les supermarchés. Il est hors de question de continuer à laisser certaines grandes surfaces pendant cette période, de les laisser ouvertes 24 sur 24, c'est exclu. Ou encore de penser que la fermeture continuera de se faire à 22 heures. La réalité de nos marchés, c'est qu'ils sont approvisionnés, largement approvisionnés. Il s'agisse du riz, des pâtes alimentaires, du lait, des huiles raffinées, de la farine, du sucre, etc. La doctrine au sein du gouvernement, c'est d'avoir des stocks de sécurité de l'ordre de 3 mois. Et cette période ne fait pas exception. C'est-à-dire au-delà des récoltes, pour ce qui est de la production locale, des récoltes courantes qui viennent abonder ces stocks au jour le jour. Au-delà également des cargaisons flottantes, des cargaisons soit en mer, soit dans les cargos aériens. Nous avons de façon constante ces stocks de 3 mois, donc ils sont suppléés et abondés au fur et à mesure. Retour sur le plateau du débat. Nous continuons de parler de cette thérapie de groupe pour barrer la route au coronavirus. Alors, on parlait des mesures qui ont été prises par le gouvernement et face à ces mesures, il y a le comportement des Camerounais eux-mêmes. Lorsque je préparais cette émission, j'ai lu un article dans le quotidien Mutation, dans les colonnes du quotidien Mutation, un témoignage de l'avocat de Maître Assira, qui lui est confiné et qui disait à nos confrères de Mutation que il a reçu beaucoup de messages d'invitation à se soustraire du confinement. C'est une légèreté blâmable, comme il le souligne si bien. C'est-à-dire que les Camerounais eux-mêmes l'appellent, des frères, des sœurs, j'imagine, l'appellent à sortir du confinement sans tenir compte des risques qu'eux-mêmes ils courent si jamais ils sortent de ce confinement-là. C'est justement ce dont on était en train de parler depuis, que les gens n'ont pas toujours cru à l'effectivité de cette histoire. Et il faudrait qu'on fasse une véritable communication, une éducation complète de cette affaire pour dire aux gens que ce n'est pas une blague, que cette histoire est réelle. Parce que même aujourd'hui, moi également, j'ai essayé de faire un petit questionnaire sur les rues, mais 90% des Camerounais vous disent à Yaoundé qu'ils ne croient pas en cette histoire. Tout simplement parce que le message n'est pas toujours passé. Parce que ici, vous savez, lorsque il y a une situation qui est nouvelle, si déjà les anciennes situations causent problème
ici dans notre pays. Combien de fois une nouvelle situation où beaucoup de gens ont tenu des propos tellement légers qui faisaient à ce que les gens pensent que effectivement cette histoire était uniquement pour les Blancs. Heureusement, aujourd'hui, vous avez fait ce petit questionnaire pour démontrer un certain nombre de faussetés qui existent dans la société camerounaise. Et ça nous permet aujourd'hui de dire et de le redire encore aux gens, cette histoire n'est pas une blague, c'est très sérieux. Alors, parlant toujours de la thérapie de groupe, est-ce que vous pensez que le confinement partiel ou le confinement total, surtout le confinement total, est une solution? C'est vrai que les Camerounais aujourd'hui ont ce mot-là à la bouche, notamment les Camerounais de la classe moyenne. Nous sommes en confinement chez Pierre, nous sommes en confinement chez Jean, donc ils se retrouvent dans un domicile et puis ils s'en donnent à cœur joie. Mais moi, je voudrais qu'on parle du confinement total. Est-ce que c'est une solution? Il ne peut pas avoir de confinement total s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Vous prenez par exemple le cas de la France, c'est vrai que nous, ce n'est pas comparaison de paraison. La France est quand même la 5e puissance mondiale. Mais chez eux, le président français a dit l'État prendra tout en charge. C'est-à-dire ceux qui sont salariés, ceux qui doivent peut-être recevoir une allocation, ceux qui vont dans un hôtel, bien qui sont... L'État prendra tout en charge. Au Cameroun, pour qu'il y ait confinement de ce type, est-ce que l'État du Cameroun a les ressources nécessaires pour apporter des mesures d'accompagnement? Si par exemple, vous n'allez plus, par exemple, porter la marchandise au marché du Fundi, est-ce que vous allez recevoir une allocation, une dotation de l'État des denrées alimentaires pour compenser le fait que vous ne puissiez pas être productif au plan économique? Donc, il peut y avoir confinement si et seulement si, de mon point de vue, si et seulement s'il y a des mesures d'accompagnement, s'il y a des subventions qui sont accordées. Mais nous sommes dans un moment tellement critique avec des tensions de trésorerie que la solution du confinement total, pour moi, semble pour l'instant aléatoire et même je peux dire que c'est surréaliste. Alors, docteur Albert Zé, peut-être pas de confinement total, mais comment faire pour mettre les Camerounais au pas, comme vous le disiez lorsque nous préparions cette émission, mettre les Camerounais au pas, sachant que les Camerounais, comme vous l'avez dit, les Camerounais, c'est un peuple têtu, on le disait il y a quelques instants. Maintenant, le mot de passe, c'est le confinement chez des confrères, chez des frères et des sœurs et des amis. Ce que je voudrais d'abord dire concernant le confinement, c'est que lorsque vous voyez des pays comme la France ou l'Italie confiner ces populations, c'est parce qu'ils ont un certain nombre d'informations sur la distribution de la maladie au sein de la société. Ici, jusqu'à présent, je ne suis pas très sûr qu'on puisse savoir effectivement ce profil dans la société. Donc ça cause d'abord un premier problème. Deuxième chose, c'est ce que Sylvain disait tout à l'heure. Maintenant, troisième chose, c'est que si nous parlons de confinement total, j'ai plutôt peur que ce soit un confinement totalement partiel ou partiellement total. Je le dis pourquoi. Parce que, vous savez, nous sommes dans une société très ouverte, où vous avez généralement ce qu'on appelle les cours communs, où le voisin prend le sel chez l'autre. Et vous ne pouvez pas empêcher cette interaction. Vous n'allez pas dire au voisin de ne pas aller chercher le sel chez l'autre. Tout ce qu'on risque d'avoir en disant confinement total, c'est qu'on n'aura pas de gens certainement dans les rues, mais dans les quartiers, la vie va continuer intégralement comme ça a souvent l'habitude de le faire. Et maintenant, lorsque vous avez, par exemple, des familles de 25-50 personnes, ça existe chez nous, comment est-ce qu'on gère cette histoire? Donc moi, je crois ici que le véritable problème, ou alors la véritable solution que nous pouvons avoir, c'est celle dont je parlais dès le départ, c'est que nous pouvons utiliser le modèle asiatique qui a démontré justement ces résultats positifs, c'est-à-dire qu'en faisant une santé de proximité, un dépistage massif dans la population, et en même temps, on éduque la population sur les règles d'hygiène et tout ce qui va avec. Donc moi, je pense que si on adopte cela et que à chaque fois qu'on a un cas positif, qu'on l'enlève de la société, c'est-à-dire que ce sera un peu comme essayer d'apurer la société de tout ce qui est infecté. Et à partir de ce moment, nous aurons donc
toutes ces personnes infectées de côté et nous aurons une société pratiquement qui pourra fonctionner de façon normale en ayant moins de cas ou alors pas de cas dans la société. Sylvain Django. Oui, pour revenir également pour ce qui concerne le confinement total, c'est-à-dire fermeture vraiment de tout, on se barricade. Pour un pays comme le Cameroun qui vit encore, qui dépend des importations, prenez le cas du riz, donc les denrées de première nécessité. Et qui a une économie fragile et extravertie. Voilà, le cas du riz, c'est 700 000 tonnes d'importation de riz chaque année. On importe jusqu'au cure-dent au Cameroun. Et puis on importe la farine, le blé, le lait, le poisson. On dépend de la Chine et du Sénégal pour ce qui concerne le poisson. Donc, et de la Mauritanie également. Voilà. Donc ce serait difficile, vraiment difficile d'appliquer le confinement total, mais il faut quand même que le gouvernement puisse trouver des mesures d'accompagnement, des moyens qui permettent de faire en sorte que pour réduire un peu la peine des citoyens qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Mais je voudrais ajouter quelque chose, Sylvain. Pour que nous puissions mettre sur pied des mesures d'accompagnement, il faudrait qu'on sache qui est qui dans la société. C'est une impossibilité chez nous. Dans les sociétés ultramodernes comme la France, on a le fichier de la population. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre sur pied des mesures d'accompagnement alors qu'on ne connaît pas qui est qui dans la population? Messieurs, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux panélistes, chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver ce dimanche encore pour vous donner un bref aperçu de ce que vous retrouverez ce lundi dans les kiosques. Et nous débutons cette revue avec Mutation, nécrologie à la une de Mutation. Les confessions de Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, parle de Photo Victor. Je cite, il parle de Photo Victor que j'ai connu, le journaliste principal hors échelle s'incline devant le riche, le sage et la légende. Le success story du patriarche de Banjul décédé vendredi à l'âge de 94 ans. Et puis le journal Le Soir fait chorus dans cet hommage à la une. Le Cameroun pleure Photo Victor, richissime opérateur économique. Le patriarche Victor Fotso, pionnier de l'industrie camerounaise, maire de la commune de Banjul, acteur social invétéré, a finalement tiré sa révérence à Paris le 20 mars des suites de maladie. Les détails à lire en page 3 du journal Le Soir. The Guardian Post also paid tribute to billionaire businessman, politician Fotso Victor, to read on page 3. Le quotidien L'économie également est en deuil et parle du décès de Fotso Victor. Hommage dans le journal de Thierry Ekouti. L'économie salue Victor Fotso, un baobab de l'économie est tombé. C'est à lire également en page 3 dans ce journal. L'économie parle également de la pandémie de l'heure, actualité de l'heure, coronavirus. L'économie report nous dit comment les reports d'événements handicap, le tourisme et l'économie, Chan 2020, FIAC, Jeux universitaires, FENASCO à lire en page 4 et 5 de ce quotidien. Éco Matin lutte contre le coronavirus, alerte rouge sur les entreprises camerounaises. Les mesures prises le 17 mars dernier ont frappé de plein fouet le secteur privé camerounais. Impact déjà massif, mesures Éco Matin. Les détails sont à lire entre les pages 6 et 11. L'Œil du Sahel vous propose un zoom sur le quotidien des populations du Septentrion. Les détails de ce dossier-là à lire des pages 6 à 8. Et pour finir, le quotidien national bilingue, Cameroun Tribune, coronavirus, le Cameroun Tribune prévient, ne jouons pas avec le feu. Après 5 jours, les mesures de confinement d'une partie de la population et les règles d'hygiène prescrites par le gouvernement et l'OMS se heurtent malheureusement à l'insouciance de bon nombre de Camerounais. La sonnette d'alarme est tirée alors que le nombre de cas est passé du simple au quadruple. Et au cours du week-end, page spéciale de 5 à 11 du quotidien national bilingue, vous en parliez déjà
au cours de l'émission. Lucrèce, la moisson a été très bonne ce dimanche. Ce dimanche. Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci Sylvain. Merci Dr Zé d'être venu. Merci également au professeur Eugène Sobgui et à Olive Atangana qui étaient dans la première partie, qui étaient nos invités dans la première partie de cette émission de Scène de Presse. Merci d'avoir été avec nous. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.